Et c'est le retour de votre émission Les Vérificateurs. On va parler des élections municipales qui, je vous le rappelle, se dérouleront le 15 et 22 mars prochain. Cible de la désinformation, les élections, c'est un moment tendu où le risque d'ingérence étrangère est présent. On va en parler notamment avec notre invité ce matin. Bonjour Laurent Cordonnier, vous êtes directeur de recherche à la Fondation Descartes qui a publié d'ailleurs une étude sur le sujet, les ingérences étrangères. On va y revenir dans quelques minutes. Mais tout d'abord, on va parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les candidats. Oui, l'IA qui s'immisce dans la campagne. Soyez vigilants parce que parfois ça va trop loin. Et vous allez voir que pour sa campagne à Paris, Sarah Knafo a mis en ligne un site internet sur lequel elle n'hésite pas à utiliser des visuels générés par intelligence artificielle. La candidate Reconquête qui utilise donc des images pour montrer des scènes parisiennes qui sont fausses mais qui lui permettent de mettre en avant tout ce qui ne va pas selon elle à Paris. Et vous le voyez, ensuite, elle montre justement que Paris serait meilleur si elle était élue. Alors c'est intéressant, là vous voyez cette vidéo, tous les thèmes sont abordés. La famille, avec l'accès aux gardes d'enfants, l'accès à l'immobilier, le renforcement de la sécurité. On va s'arrêter justement sur certaines images pour bien comprendre. Tout d'abord, regardez, on va voir cette maman, donc un bébé dans les bras, qui est devant ce qui ressemble à une crèche municipale. C'est complet, le local est éteint, elle est triste, on comprend bien le message, c'est-à-dire voilà, pas d'accès à une crèche municipale pour les enfants. Et ensuite, donc, ça c'est l'avant, et elle va vous montrer l'après. Hop, voilà. Et là, elle est heureuse parce qu'il y a une crèche municipale. Vous voyez, ça veut dire Sarah Knafo va ouvrir des places de crèche pour les enfants et pour les parents. Autre sujet, la sécurité. Là aussi, donc, on va voir, c'est cette image de cette femme qui marche seule, qui sort du métro à Paris, dans la rue, dans la nuit, qui sûrement a un peu peur. Mais Sarah Knafo a la solution, c'est l'après. Et l'après, vous allez le voir, eh bien, ce sont évidemment renforcement des forces de l'ordre parce qu'ils seront dans la rue. Bon, là, clairement, Tristan, on utilise l'intelligence artificielle pour porter des messages appuyés sur des dysfonctionnements. Ça pose quand même question, en termes un peu d'éthique. On parlait d'un peu du rupture du contrat démocratique. Ben oui, parce que là, on ne cherche pas à documenter le réel, on cherche plutôt à simuler quelque chose qui correspond à un objectif de campagne, c'est de convaincre les électeurs. Là, on a vraiment quelque chose qui est une pratique, sincèrement, je pense que Trump et l'administration américaine ont ouvert le bal. Ont vraiment acclimaté les politiques de la planète à l'idée qu'on peut communiquer, on peut faire de la politique en illustrant, en utilisant des images générées par IA qui n'existe pas. C'est pas du faux, du vrai. Ça n'existe pas. Et pour Sarah Knafo, elle a d'ailleurs publié une vidéo tout récemment sur X, pareil, pour insister sur l'insécurité à Paris. Et pour illustrer son propos, elle donc utilise une vidéo générée par IA qui ressemble aux images qu'on a pu voir là ici. Et en expliquant dans son tweet, ce n'est pas une fiction, alors qu'elle utilise elle-même effectivement des images générées par IA. Donc là, on est vraiment sur une pratique qui est plutôt inquiétante et qui montre, disons, le caractère un peu distendu que peuvent avoir certains politiques qu'on trouve, et je dois le constater, plutôt gravité à l'extrême droite, inspiré probablement, encore une fois, par l'administration américaine et qui utilisent de façon assez décomplexée, encore une fois, l'IA comme outil de propagande politique. Laurent Cordonnier, c'est vrai que les intentions ne sont pas mauvaises dans le fond, mais c'est vrai que ça pose question, notamment pour certaines personnes qui peuvent y croire. C'est-à-dire que là, il faut encore une fois bien afficher qu'on utilise de l'intelligence artificielle. Ça peut remettre en cause quand même l'honnêteté, en fait, fondamentale des politiques. Tout à fait, on comprend bien la tentation pour certains candidats, parce que générer comme ça des images pour presque rien, parce que ça coûte beaucoup moins cher que de prendre des photos, d'engager un photographe, de faire un reportage ou que sais-je. Donc la tentation est grande d'utiliser de l'IA pour générer des images d'illustration, mais la distance entre l'illustration et la manipulation peut être extrêmement étroite, parce que si certaines images, un candidat peut se dire elles auraient pu exister, d'autres peuvent être des inventions totales ou des mises en scène. Et donc clairement ça ouvre sur une pente glissante qui va vers la manipulation. Et je pense que les candidats devraient vraiment se garder de s'engager sur cette pente-là parce qu'elle est dangereuse, y compris pour eux-mêmes. C'est pas forcément une bonne réputation politique que d'être pris un peu la main dans le sac en train de générer des images qui n'existent pas. Alors Laurent a soulevé un point qui est important, c'est le coût.
Tristan, et on en parle souvent, c'est qu'en fait, évidemment, utiliser l'intelligence artificielle pour générer notamment des films de propagande, ça ne coûte rien. Absolument rien. Tout le monde peut le faire aujourd'hui et les outils ont atteint une telle maturité que n'importe qui peut effectivement générer ces petites séquences qui effectivement ne coûtent rien. Et en termes de campagne, évidemment, il y a de l'argent investi pour communiquer. Et là, on a trouvé un vecteur qui est extrêmement efficace parce que ces images sont toujours effectivement à propos, vu qu'on les prompte. En fait, on dit ce que l'on veut voir. Donc évidemment, on a toujours, ça marche toujours, effectivement, c'est toujours efficace. Et à la fois, le coût est extrêmement faible, mais on a à la fois des politiques, mais on a aussi des militants politiques. Évidemment, quand un politique de premier plan l'utilise, c'est une incitation à ce que tous les militants au sens large, ceux qui soutiennent le parti, puissent eux aussi s'engager dans ce genre de génération de contenu synthétique. Alors c'est vrai que vous parliez du Rassemblement national, il y a un autre exemple, c'est une candidate, c'est Virginie Joron, il y a quelques mois, qui est candidate à la mairie de Strasbourg, candidate Rassemblement national, qui a publié une vidéo qui dénonçait la saleté de la ville en utilisant justement principalement des images générées par l'intelligence artificielle. Alors elle a supprimé d'ailleurs cette vidéo depuis, mais elle s'est justifiée en disant: pour moi la modernité, c'est la modernité, j'entends bien qu'il y ait des gens qui sont contre la modernité, mais c'est comme ça, il n'y avait aucune intention malveillante, aucune volonté de tronquer, c'était une façon d'utiliser des images améliorées. Est-ce qu'on peut entendre cet argument, Laurent Cordonnier ? C'est plus la post-vérité que la modernité, en l'occurrence. À nouveau, je pense que l'idée centrale, c'est de se dire je ne suis pas en train d'utiliser ça pour montrer quelque chose qui n'existe pas. J'utilise ça pour souligner une réalité qui existe. Donc dans l'intention, je pense qu'elle est là. Mais le procédé reste trompeur. On continue à faire passer du vrai. Du faux, pour du vrai. Et des mots auraient pu suffire à décrire cette réalité en disant voilà, je trouve que la saleté dans la ville a augmenté ou que sais-je. Le fait de venir souligner ça d'une image générée artificiellement sans forcément l'indiquer, c'est manipulatoire. Quelque sorte. Surtout que des photos de saleté, potentiellement, s'il y en a réellement, on peut en trouver et les faire. Absolument. Tout simplement, c'est ce qu'on peut lui dire. Mais ça prend plus de temps. Et surtout le terme image améliorée. Non, ce n'est pas une image améliorée, c'est une image totalement hallucinée par une IA générative. Et dernière chose, c'est cette pratique de générer des vidéos de capitales européennes envahies par des migrants. Ça a été une tendance virale, notamment sur TikTok et sur d'autres plateformes sociales, de milieux d'extrême droite plutôt radicales européennes qui ont inondé les réseaux sociaux avec de fausses images de Paris dévasté par les migrants ou d'autres capitales européennes. Et alors parfois ça se retourne aussi contre. Il y a eu un exemple à Guéret comme ça où ça a un peu mal tourné parce que le candidat de l'opposition et la candidate sortante, donc la maire sortante, tous les deux, il y a une vidéo qui a circulé d'eux où en fait ils se serrent la main, ce qui évidemment a fait scandale. En réalité, elle est totalement fausse cette vidéo. Et là, les deux candidats, donc la maire sortante et le candidat de l'opposition, ils ont porté plainte en disant que c'est de la calomnie. Parce que c'est ça, on est justement sur une limite, c'est très fin en fait, on est presque en effet sur de la calomnie, la limite est fine. Le problème que vont surtout générer ce type de vidéos et ce type d'images, de fausses photographies, etc., c'est qu'à la fin, on ne croira plus du tout aux images que l'on voit. Et d'ailleurs, des études le montrent, c'est moins qu'on croit naïvement à des choses fausses que l'on voit passer qu'on se met à douter d'images vraies. Et c'est aussi un outil de mobilisation démocratique qui disparaît ainsi, parce que jusqu'à très récemment, un citoyen pouvait documenter une réalité grâce à une image, grâce à une vidéo, grâce à une photographie. Aujourd'hui, il peut toujours être suspecté d'avoir créé un faux. Donc c'est aussi un outil de mobilisation citoyenne dont on est aujourd'hui privé par ces IA. Voilà, donc en effet, attention à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, on va revenir en effet sur les municipales, on est maintenant à quelques semaines, et c'est vrai que l'exécutif, les autorités redoutent une offensive informationnelle sur les réseaux sociaux, notamment des ingérences étrangères. Vigilum, qui est l'organisme public chargé de traquer les ingérences numériques étrangères, alerte sur des opérations de désinformation qui sont destinées justement à polariser les débats locaux et à décourager la participation électorale. Plusieurs études ont été publiées cette semaine sur le sujet, et notamment par votre fondation, la Fondation Descartes, dont vous faites partie, des études qui parlent tous d'une alerte sur une campagne de désinformation. On en a déjà parlé d'ailleurs dans cette émission, Tristan, c'est Storm 1516. Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui nous regardent ce que ça signifie, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Grossièrement, on le sait depuis pas mal de temps déjà, qu'il y a des
les opérations organisées par cette structure qui proviendraient plutôt de la Russie, vraisemblablement, et qui cherchent à faire des campagnes de désinformation sous différentes formes. Ils ont différents types d'opérations qu'ils ont tentées ces dernières années, on peut dire ça comme ça, qui va effectivement essayer de singer des médias légitimes pour faire passer de la propagande, soit des images fausses qui peuvent être publiées. En tout cas, c'est une opération qui clairement, ou une structure qui dépend de la Russie et qui vise essentiellement des adversaires politiques et des pays qui leur posent problème. Alors pourquoi la presse locale, Laurent Cordonnier ? Notamment dans une élection municipale, on comprend, c'est la proximité, c'est ça ? Parce qu'on s'informe beaucoup sur ces sites d'infos régionaux ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est probablement d'utiliser, de créer de faux médias dans lesquels les Français ont plutôt confiance. Les médias locaux sont chers au cœur des Français, les consultent. En revanche, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelle est la part de la population exactement qui a été exposée à ces faux sites. Il est probable qu'elle soit relativement faible parce que... Pour l'instant, en tout cas, c'est ça. C'est ce que disent les études, c'est que l'impact est assez faible, c'est ça ? Alors en tout cas, sur la diffusion, en tout cas. Voilà, le fait de la consultation de ces faux sites de médias, de faux médias locaux, est probablement faible parce qu'il faut tomber sur ces médias et on ne tape pas une URL au hasard et on arrive dessus. Donc il faut connaître cette adresse pour s'y rendre et s'y rendre volontairement. Donc on pouvait s'attendre à ce que ça passe essentiellement par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que des comptes de réseaux sociaux liés à cette opération partagent ces faux articles, les diffusent ainsi et que ça prenne. Et justement, à la Fondation Descartes, ce qu'on a essayé de mesurer, c'était de voir l'exposition sur les réseaux sociaux de ces articles, des articles émanant de ces faux sites d'information. Pour l'instant, ça reste modéré, c'est-à-dire qu'il y a peu de ces messages reprenant des articles de désinformation provenant de ces sites qui réellement attirent l'attention du public en France. Il y en a un qui a cartonné, il faut le dire, qui a fait plus d'1 million de vues, etc. C'était un post qui portait sur une théorie du complot déjà en circulation depuis longtemps en France. Donc sur TikTok, Instagram, en fait, ce que vous dites, c'est qu'ils sont un petit peu, on va dire, les réseaux sociaux ultra consultés. Pour l'instant, il y a peu, en tout cas, de diffusion de ce genre d'articles. C'est ça qui fonctionne. Pour l'instant, mais... On va dire si c'est sur Telegram, qui est moins utilisé quand même par une population lambda, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est plus sur des réseaux sociaux ou des canaux de circulation d'informations, plus de niche, plus aussi utilisés justement par des agents qui mènent des opérations d'ingérence extérieure en France. La vraie question, c'est de savoir quel est l'objectif derrière cette opération. À quoi servent ces faux sites d'information ? Est-ce que le but, c'est vraiment que les gens s'y rendent massivement, la population s'y rende massivement pour les consulter ? Alors je pense qu'ils aimeraient bien, les acteurs qui sont derrière cette opération l'aimeraient bien, mais c'est peut-être pas ça l'objectif. L'objectif peut-être est à plus long terme. Il peut être double. C'est par exemple faire dormir ces sites, les faire tourner, mais qu'ils soient prêts pour le moment où un événement viendrait toucher la France ou une campagne municipale, voire présidentielle dans quelques années, enfin dans un peu plus d'une année. Dans quelques mois, quelques semaines, on peut dire la campagne va se lancer. L'idée, c'est donc peut-être de préparer des canaux un peu dormants qui passent sous les radars. Alors là, c'est raté pour qu'ils passent sous les radars. Qui pourront être activés très vite au moment où il y aura une faille ou en tout cas peut-être un événement dans la politique qui pourront être lancés. C'est ça, Tristan, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je pense qu'effectivement, la stratégie russe dans ces cas-là, c'est vraiment d'aller à la pêche. Donc ils vont tenter leur chance et ils savent très bien qu'il va y avoir 90% ou 99% d'échecs. Mais la potentialité qu'une seule de ces publications soudainement deviennent virales et surtout soient reprises localement. Donc ils vont le relayer avec leur propre relais, si vous voulez, organique, mais leur objectif, c'est d'être relayé par des comptes viraux locaux, qui eux évidemment ont leur propre légitimité au niveau local, au niveau national, et lorsque ça prend, là ça peut exploser, parce que la capacité, si vous voulez, des plateformes sociales, qui est l'essentiel vraiment du canal de diffusion, c'est les grands réseaux sociaux, si ça atteint cette plateforme-là avec la viralité, là ça peut devenir quelque chose de délétère. Il y a une vigilance parce qu'il y a eu des précédents, il faut être très clair, autant dans les élections législatives, européennes en France et d'autres élections. Donc c'est pour ça qu'il y a cette vigilance. Les précédents, ils existent. Ah, des précédents, il y en a des absolument spectaculaires. Il faut se rappeler évidemment des Macron Leaks, tout simplement, qui ont eu lieu quelques jours avant l'élection d'Emmanuel Macron, où là il y avait une tentative clairement d'influence ou d'ingérence étrangère russe, avec des données qui avaient été volées et qui avaient été rendues publiques, des mails qui avaient été rendus publics, avec l'objectif évidemment de faire dérailler ce moment extrêmement délicat quelques jours ou quelques heures avant le vote. Et puis on a plein d'autres exemples, cette fois-ci qui ne sont pas forcément
russes, mais qui sont des problèmes américano-américains, avec l'épisode de Cambridge Analytica, juste avant le Brexit ou avant l'élection de Trump, encore une fois en 2016. Et là, pareillement, on a eu des opérations qui étaient non naturelles et qui étaient basées cette fois-ci sur de la publicité sur Facebook et parfois publicité mensongère. Alors, preuve de cette menace, c'est que le Quai d'Orsay a réuni quand même mercredi dernier les partis politiques, justement pour une réunion d'information et d'alerte sur le sujet. Voilà, on voit, il y a eu beaucoup d'articles parce que les journalistes ont pu ensuite justement être informés de cette réunion. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on leur a dit, Laurent Cordonnier? Parce que comment peuvent réagir les politiques? C'est ça la difficulté, quelle réponse apporter? Alors, bien entendu, j'étais pas à cette réunion, mais il est fort possible qu'un conseil qui leur a été donné, et j'espère qu'il leur a été donné, c'était justement eux-mêmes de se montrer prudents dans leur propre communication, c'est-à-dire de ne pas commencer à jouer avec le feu, notamment à base d'IA, etc., parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut se retourner contre eux. Je pense aussi que ce qu'il s'agit de faire, c'est de préparer des cellules de réponse en interne, c'est-à-dire d'être prêt à détecter très vite une opération d'ingérence qui viserait son propre parti et d'être prêt à rebondir. Et surtout, je pense aussi que ce qu'il faudrait que les partis se gardent de faire, c'est de même utiliser certains procédés d'amplification des messages sur les réseaux sociaux. On sait qu'on peut acheter des faux followers sur les réseaux sociaux pour augmenter sa visibilité. On sait qu'il y a des moyens de créer des faux comptes, aujourd'hui pilotés par IA pour diffuser des messages. Et la tentation, là encore, peut être grande pour un parti de se dire, à un moment donné, est-ce que je ne ferais pas un peu gonfler une de mes campagnes ou un de mes sujets de manière artificielle? Et là, le problème, c'est que c'est vraiment un engrenage qui s'ouvre. Et puisqu'il est question d'intelligence artificielle, je voulais juste souligner un autre danger probable que font porter des campagnes d'ingérence informationnelle, qui consiste à créer de faux sites d'information, même s'ils ne sont pas très vus pour le moment. Un danger, c'est probablement celui d'impacter les réponses des intelligences artificielles conversationnelles. NewsGuard, par exemple, a montré ceci. Il a montré que dans un certain nombre de cas, ces faux sites, même s'ils sont peu consultés, ils le sont par les IA qui répondent à des questions que se posent des gens, que leur adressent des gens. Oui, que ce soit Grok, que ChatGPT. Exactement, ce genre d'intelligence artificielle conversationnelle. Et donc, comme ces articles sont présents sur Internet, même s'ils ne sont pas très vus, ces IA scannent Internet et trouvent, pour répondre à la question qui leur sont posées, ces sources-là. Donc, c'est aussi un moyen d'impacter l'information sans qu'il faille nécessairement que ces sites soient très consultés. Voilà, alors que faire en tout cas sur les conseils qu'on peut vous donner? Déjà, on voit qu'en effet, Viginum, on en a parlé au début là, de cette émission, a renforcé en tout cas le dispositif. Ils vont publier un bulletin d'information hebdomadaire chaque vendredi jusqu'à fin mars, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est d'informer finalement le public et d'être le plus pédagogique possible. Et ce qu'on peut vous dire, les conseils en tout cas pour ne pas vous faire avoir, vous allez voir sur l'écran, c'est faites attention aux sites frauduleux qui vont donc imiter, et là on vous en a parlé, l'information locale ou régionale, tous les contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle, qui sont toujours plus nombreux et en effet réalistes. Et puis, attention, et ça, Tristan, un petit point, c'est-à-dire que les messages, les fausses nouvelles qui sont conçus, les titres, vous savez, pour jouer sur la corde sensible, ça, il faut y faire aussi très attention. C'est les conseils qu'on peut donner à ceux qui nous regardent ce matin? Oui, les breaking news, c'est en général ce qui attire le plus l'attention sur les plateformes sociales et qui a le plus de viralité. Et si on ne fait pas attention, évidemment, on peut tomber sur de la désinfo, soit organisée par des États étrangers ou de la désinformation qui est nourrie par nos propres acteurs locaux. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils et cet éclairage ce matin. Et vous restez sur LCI tout de suite. LCI Midi avec Christophe Moulin.